Focus Podcast. Bienvenue dans Focus Podcast. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Baldassari, fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle, consultante, autrice et conférencière. Elle s'est donné une mission, faire voler en éclats les tabous autour du cycle menstruel et montrer que, loin d'être un frein, il peut devenir un formidable outil de connaissance de soi, de performance et de bien-être. Avec elle, on va parler de règles, d'hormones, d'humeur, mais aussi de pathologies comme l'aménorrhée, le SOPK ou l'endométriose. Bref, un épisode riche et nécessaire pour toutes et tous. Installez-vous bien, c'est parti, bonne écoute. Gaëlle, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, ça va très bien, ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est partagé. C'est vrai que c'est un sujet qui me tenait un peu à cœur, parce que je me suis dit, c'est un sujet un peu tabou, qui est méconnu de beaucoup de monde. On va parler tout simplement du cycle menstruel. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, puis nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Gaëlle Baldassari et je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, c'est une entreprise qui a pour but de faire que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Sous-entendu, actuellement, on considère que c'est normal d'avoir mal, d'être pas bien, de vivre un truc tout pourri. Et moi, ce que je veux, c'est faire en sorte qu'on bascule et qu'on considère que la norme, c'est que ça se passe super bien. Et que, effectivement, l'exception, c'est quand il y a des problématiques et qu'on puisse accompagner ces problématiques-là. Donc, pour ça, en fait, j'utilise plusieurs canaux, mais mon canal principal, c'est l'information, donc la médiation scientifique, en fait, transmettre les informations au grand public. Et pour ça, je forme aussi des éducatrices menstruelles qui, elles-mêmes, font de la médiation scientifique sur le terrain. Ok, cool. Au niveau des écoles, je pense peut-être Alors, des écoles, mais aussi des entreprises, auprès des adultes, dans les clubs sportifs. Enfin, vraiment, il y en a besoin partout, en réalité. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai écrit 2 livres qui ont été édités aux éditions Larousse. Donc, Kiffe ton cycle, assez facile. Et Kiffe tes règles pour les jeunes. Et puis il y a les réseaux sociaux où on est très, très présent. Et ensuite, on propose des programmes pour les particuliers qui ont des problèmes, justement. Enfin, pour les femmes qui ont des problématiques avec leur cycle, des premières règles jusqu'à la ménopause. En fait, elles peuvent suivre nos programmes pour améliorer leur bien-être. Ok. Et niveau études, tu as quoi comme bagage ? Alors moi, niveau études, j'ai fait une école de commerce, donc ça n'a rien à voir avec ce que je propose aujourd'hui. J'avais fait un petit peu de biologie en faculté au tout début, mais j'ai abandonné. Donc aujourd'hui, c'est vraiment sur une base d'autodidacte, en fait. Puisque moi, j'ai travaillé 15 ans dans la banque avant, donc rien à voir. Et j'ai eu du mal à avoir ma fille. J'ai une maladie chronique du cycle pour ma part. J'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Et en fait, au moment de la procréation médicalement assistée, j'ai failli en mourir. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes recherches, déjà pour moi à l'origine, et puis petit à petit à les diffuser. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était d'utilité publique, donc j'ai tout lâché, et puis j'ai diffusé massivement mes connaissances. Donc ça part d'un combat personnel. C'est ça, complètement. Mais c'est souvent le cas quand on crée une entreprise. Ouais, c'est pas faux. Question simple, mais un petit peu mal connue, on va dire, notamment par les hommes, mais les règles, à quoi ça sert ? Alors, les règles, tu sais qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur à quoi servent les règles. C'est fou, hein ? Okay. On envoie des gens sur la Lune et tout, mais on ne sait pas vraiment. Il y a des hypothèses quand même. La principale hypothèse, les 3 hypothèses, mais qui sont communes en fait, qui sont l'une exclue pas l'autre, c'est que les règles en fait soient là parce que l'embryon humain, c'est un embryon particulièrement invasif, c'est-à-dire qu'il s'implante en profondeur. Si on n'avait pas un endomètre suffisamment épais, il s'implanterait dans le muscle utérin, donc dans le myomètre, et du coup, il nous mettrait en risque en fait d'abîmer le muscle utérin. Donc, on a besoin de créer un endomètre très épais. Et pour créer cet endomètre très épais, il faut du temps. Il y a d'autres espèces qui n'ont pas besoin de cet endomètre épais, et donc du coup, ils le créent très très vite. C'est un peu créer minute, quoi. Il y a l'ovulation, hop, on crée l'endomètre. Nous, on peut pas faire ça, donc il faut qu'on prépare notre endomètre. Et le problème, c'est que garder un endomètre de cette qualité tout le temps, c'est très très énergivore. Donc la première hypothèse, c'est qu'on a besoin d'un endomètre épais et que ça serait trop énergivore de l'avoir en permanence à cette taille-là. Donc en fait, le fait de le faire s'évacuer régulièrement nous permet d'avoir des temps où on n'a pas besoin de l'entretenir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième hypothèse principale, c'est le fait qu'on ait besoin d'un endomètre. En fait, l'endomètre fait partie du processus de sélection des embryons. Donc on a besoin d'avoir un endomètre frais et opérationnel pour choisir correctement les embryons. Donc, si jamais il n'était pas renouvelé comme ça régulièrement, le risque, c'est qu'on a un vieil endomètre qui soit un peu paresseux et du coup qu'on puisse accepter des embryons qui soient pas en bon état. C'est vraiment les hypothèses principales.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Ça n'a pas été beaucoup cherché. Il y a très très peu de budgets de recherche qui sont alloués au cycle menstruel, en fait. Ouais, c'est fou parce que c'est quand même quelque chose qui date Ouais. très très longtemps. Et puis 100% des êtres humains sont sur cette terre grâce à ce processus-là. Mais pour autant, c'est clair. Puis voilà. en plus, ça touche vraiment toutes les femmes, donc c'est vrai que c'est fou que ce soit pas aussi recherché. Ouais. Pour toi, pourquoi ça reste encore un sujet si tabou, surtout même entre femmes? Il y a vraiment cette notion du sang. Alors le tabou remonte à il y a très loin. Il faut voir que quand même, à la base, le tabou, c'est 2 choses. C'est effectivement, on n'en parle pas, mais aussi quelque chose de sacré. Il y a ces deux notions dans la notion de tabou. Donc, et c'est vrai que on n'en parle pas a été très lié à des peurs. Quand les hommes se sont rendus compte que les femmes saignaient sans mourir, en fait, il y a eu des peurs de est-ce qu'elle a un pouvoir magique? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Et ensuite, donc quelque chose qui a été gardé quelque part au sein de la communauté des femmes. Entre nous, on s'en parle, mais on n'en parle pas vers l'extérieur. Et puis notre société a évolué vers beaucoup plus d'individualisme. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des foyers où en général, il y a un homme, une femme. Je dis en général, bien sûr, c'est pas toujours le cas. Mais globalement, il y a beaucoup moins cette connexion entre femmes ensemble dans une maison, dans un village, etc. Et donc petit à petit, on s'est retrouvés à gérer en plus toute seule. C'est-à-dire qu'avant, les femmes entre elles en parlaient. Et puis petit à petit, en fait, la société évoluant, on s'est retrouvés à en parler toute seule, enfin à le gérer toute seule. Pourquoi? Certainement cette notion de sang, de peur, cette notion aussi d'intimité. Et puis peut-être aussi, et ça serait plutôt salutaire, que des femmes ont voulu aussi protéger les informations que ça véhiculait. Quand une femme est enceinte, elle appuie ses règles. Donc si c'est sur la place publique, ça veut dire que tout le monde est informé. Et donc, tu vois, par exemple, en Bretagne, il y a encore quelques dizaines d'années, il était de coutume de regarder, de zioter le jardin de sa voisine pour voir si elle étendait ses langes. Et donc, si, en fait, elle avait ses règles. Donc, c'est tout bête. Mais cette notion aussi, on peut aussi avoir le droit de garder pour soi quelque chose d'aussi intime. Par contre, ce qui est dommage, c'est ça, c'est que, en fait, il y a la question, est-ce que c'est une honte ou est-ce que c'est un choix de le garder pour soi? Et moi, je trouve ça génial de pouvoir avoir le choix. Mais je trouve ça dingue qu'on puisse avoir honte d'avoir ses règles. Bah ouais, c'est clair. Bon, après, qu'on le dise peut-être, qu'on en parle avec un homme, c'est vrai que c'est peut-être délicat. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je vois rien de tabou si maintenant, tu vois, tu proposes une sortie avec des amis, puis qu'il y en a une qui dit, bah écoute, non, moi, je me sens mal, même si c'est pas normal de se sentir mal, certes. Non, mais je me sens fatiguée déjà. Juste ouais, ça. voilà, je suis pas en forme pour sortir ce soir. J'ai mes règles, tout simplement. Moi, je trouve ça génial. Et tu sais que de plus en plus, les jeunes le font. Moi, je les entends parler, on échange avec eux et tout. Et vraiment, de plus en plus, ils le font. Et je trouve ça tellement génial de pouvoir dire ça, quoi. Bah ouais, voilà, tout Tranquille, en simplement, détente. c'est quelque chose qui fait partie de ta vie et t'as le droit, en fait, de pas être en forme ce jour-là, parce que t'as tes règles, tout simplement. Ouais, et puis ça solutionne tellement de choses de le dire. Moi, ça m'était arrivé en famille comme ça, où mon père, un jour, avait dit, dans un voyage qu'on faisait, c'est vrai que c'était un voyage un peu extraordinaire, mon père avait dit, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, elle est là, elle se traîne et tout. Et ma mère l'avait regardée, elle avait dit, mais elle a ses règles. Et mon père, ça l'avait calmé net. Et de fait, il était devenu ultra gentil avec moi. Et c'est fou parce que jusque-là, il avait de l'attention. Et finalement, de savoir ce qui se passait pour moi, d'un seul coup, il a de l'empathie et c'est génial. Et c'est vrai que c'est idiot de se priver de cette possibilité-là, de se dire, voilà ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Et oui, c'est pas neutre. Enfin, je veux dire, on n'est pas censé souffrir, clairement, des règles. Mais c'est pas neutre. Je suis littéralement en train de me vider quand même d'un petit peu de sang. Mon utérus se contracte en permanence, ça me fatigue, j'ai un effondrement hormonal. C'est aussi la réalité, quoi. C'est clair. En quoi comprendre son cycle peut transformer vraiment la vie quotidienne des femmes et même leur leadership? Aujourd'hui, en fait, on part du principe qu'il y a une version de moi. J'ai une version de moi qui est la meilleure. Le jour où tout va bien, je suis en forme, j'ai tout envie de faire, etc. C'est la bonne version de moi. Ça devient mon point de consigne. Le problème, c'est que, en fait, avec les hormones, on est fluctuante en humeur et en énergie. À partir du moment où on comprend que toutes les facettes de nous sont intéressantes pour réaliser des grandes choses, eh bien, déjà, on abandonne la culpabilité. Moi, c'est ce que me disent les femmes qui suivent nos programmes. C'est un truc de fou. Le niveau de culpabilité dont on s'était même pas rendu compte quand on est un peu fatigué, quand on est facilement énervable ou même quand on va à fond dans le boulot et qu'on s'occupe pas de la famille. Et tous ces moments-là, en fait, on a des niveaux de culpabilité qui sont dingues. Alors que quand on comprend que finalement, c'est un processus hormonal qui nous soutient pour avoir toutes ces facettes-là et que chaque facette a un vrai intérêt pour le développement de tous nos projets,
du coup, ça se passe beaucoup mieux en fait. Oui, bah, après, c'est vrai que tu parles beaucoup de culpabilité sur les réseaux. Euh, Moi, c'est un point que j'ai du mal à comprendre parce que, comme on dit, c'est vrai que c'est naturel, au fait. C'est pas quelque chose que tu as décidé. C'est quelque chose qui t'est imposé, hein, les règles, faut se le dire. Et en soi, bah voilà, comme tu dis, tu as le droit de passer par différentes phases. Ouais, mais le jour où tu bosses à fond les ballons parce qu'à ce jour-là, poussé par les oestrogènes, t'es à fond, eh bien, c'est vrai que parfois, le petit cœur de maman, il se dit: «Mince, j'ai peut-être beaucoup bossé et me suis moins occupée de ma fille» et en fait, c'est tout ça, les petites zones de culpabilité et je comprends que ce soit difficile à comprendre quand on le vit pas, mais vraiment, nous, c'est ce que nous disent les femmes, c'est le nombre d'endroits où il y a des zones de culpabilité parce que je me suis mis en colère très vite, parce que j'ai dépensé un peu trop d'argent, parce que j'étais dans une espèce d'euphorie joyeuse, parce que en fait, c'est à tous les endroits, il y a potentiellement de la culpabilité, en fait. Ouais, c'est vrai que du coup, là, ça me fait repenser à. C'est vrai que ma femme, elle s'est un peu énervée semaine dernière, donc période menstruelle. Et bon après, période menstruelle ou pas, tu vois, je suis pas là pour me prendre la tête avec ma femme. On laisse couler et puis basta, quoi. Puis après, elle est revenue me voir, puis elle me dit: «C'est vrai, chérie, désolé, je me suis peut-être un peu énervé facilement tout à l'heure.» Ah, c'est pas grave, quoi. On passe. On passe tout simplement. Ah, mais tout le monde réagit pas non plus comme toi. Oui, ouais, c'est vrai. Je suis le mari parfait. Oh, alors pas sûr, parce que moi j'ai juste envie de te poser ici que quand on fait pas attention à ce qui est dit en période prémenstruelle, c'est-à-dire qu'on passe justement, moi j'ai beaucoup d'hommes qui me disent: «Ah, je baisse la tête, j'attends que ça se passe». En fait, moi je leur dis: «Fais gaffe parce qu'en fait dans ce qu'elle a dit là, peut-être pas avec la bonne forme, mais dans ce qu'elle a dit là, il y a tous les éléments, tous les ingrédients de votre future rupture». Ça veut dire que OK. si tu baisses juste la tête et que tu attends juste que ça se passe et que tu prends ces excuses parce que la forme était pas bonne pour finalement le fond était à balayer aussi, eh bien, dans quelques années, tu risques de te prendre vraiment le mur. Parce qu'en réalité, dans la période prémenstruelle, il faut comprendre que certes, notre forme n'est pas très très bonne, mais c'est le moment où le masque social tombe, où on s'autorise à dire des choses qui ne sortent pas d'habitude. Parce qu'en fait, l'effet progestérone-œstrogène nous amène à faire tomber les masques sociaux. Donc si les personnes qui vivent avec nous à ce moment-là sont pas capables de choper les indices de quels sont les problèmes, ça veut dire qu'elles vont pas résoudre les problèmes pour le futur. OK. Bah, écoute, bah, tant mieux qu'on enregistre ensemble, alors je vais éviter, ma potentielle, future rupture. Voilà, c'est pour ça que je le pose ici, parce que je pense que c'est très très souvent que les hommes disent: «Ah, je baisse la tête», mais j'ai baisse la tête et écoute. Écoute ce qui est dit. OK, bah, écoute, je prends le conseil. Merci beaucoup, Gaëlle. Je t'en prie. En parlant de phases, concrètement, quelles sont, bah, les grandes phases du cycle menstruel et les principales, variations hormonales qui sont associées? Alors moi, j'aime bien présenter le cycle menstruel comme une session de surf, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le cycle fonctionne vraiment comme une vague. À chaque vague succède une autre vague. On va se prendre à peu près 500 vagues dans la tête. Donc 500, c'est énorme, hein. Je sais pas si tu vois, 500 fois, on va avoir un cycle. Et je me suis rendu compte que finalement, on y a deux possibilités. Soit on se prend la vague dans la tête, soit on apprend à la surfer. Et ce qui est génial, c'est que la session de surf passe exactement par les différentes phases par lesquelles on va passer. Donc en moyen mémotechnique, c'est hyper pratique en fait. Donc on commence une session de surf, on est posé sur notre planche, on commence notre cycle, c'est le moment des règles. C'est la même chose, il y a un effondrement hormonal qui a fait que on est tranquille, posé. C'est une période de ressourcement et puis une période de préparation aussi, de planification de ce qui va se passer après, exactement comme la session de surf où on se dit: tiens, j'étais comment la dernière vague? Tiens, laquelle je vais aller? Est-ce que je me mets un peu plus à droite, un peu plus à gauche? Est-ce que je reste au même endroit? Vraiment le moment où on reprend notre respiration et puis on planifie. Puis ensuite, il y a les œstrogènes qui commencent à remonter et là, en surf, c'est juste, je vois la vague derrière et je me dis, ça là, je la chope et je me mets à ramer parce que les œstrogènes, ils fonctionnent un peu comme la pédale d'accélérateur du corps et donc ils me donnent de l'énergie. Donc, je vais sentir que là, il y a de l'énergie, je me mets en mouvement, je me mets en action. Et ça, c'est vraiment le soutien hormonal des œstrogènes. Ça, c'est la période entre les règles et l'ovulation. Donc là, c'est une période de suractivité. On peut faire plein de choses. C'est la période où on se prend un peu pour Shiva, on a plein de bras dans tous les sens, etc. Et on peut faire 10 milliards de choses. Et puis ensuite, on a la fin de ce pic d'œstrogène. On arrive au moment de l'ovulation et là, on va avoir un boost de testostérone en plus. C'est peu connu, mais au moment de l'ovulation, les femmes ont un boost de testostérone qui va les amener à arrêter de se mettre en action, en mouvement à fond, comme elles le faisaient jusqu'à présent. On va se mettre debout sur notre planche à ce moment-là. Ça y est, la vague nous porte, on n'a plus besoin de ramer. Et c'est le moment où on va pouvoir rayonner. On va pouvoir dire coucou aux copines qui sont sur la vague à côté. On va pouvoir en faire « Ouah, tu viens avec moi ?» et voilà, on rayonne, on est debout sur notre planche. Et c'est aussi le moment où physiquement, physiologiquement, on est plus symétrique. Donc on est plus attirante. Ça a été prouvé, ça.
Et ensuite, donc une fois l'ovulation passée, là on est à la période de l'ovulation, debout sur notre planche, et ensuite on descend dans le tube de la vague. Et là, c'est exactement comme en surf. C'est la période la plus flippante et la plus kiffante du cycle menstruel. On va avoir au niveau hormonal, les œstrogènes, on l'a dit, pédales d'accélérateur du corps, ils sont là de nouveau. Et on va avoir aussi la progestérone, qui elle, fonctionne comme la pédale de frein du corps. Sauf que les hormones, elles sont pas distribuées en continu dans notre corps, ça serait trop facile. Elles sont distribuées par pulsation. Et donc, t'imagines, frein, accélérateur, accélérateur, frein, 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 accélérateur, accélérateur. Bref, on sait jamais ce qui nous arrive. On sait jamais dans quelle énergie on va se trouver. C'est le moment où, tu vois, dans le tube de la vague, moi, j'aime bien dire, on voit beaucoup moins bien le soleil. Bah ouais, on voit le côté noir des choses. On fait l'audit de notre vie. C'est le moment où on va critiquer ce qui va pas. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des fameux problèmes qui se présentent à nous dans la période prémenstruelle. Bah, c'est vraiment ça. Dans le tube, on voit moins le soleil, on a moins besoin d'avoir notre masque social parce qu'il y a personne qui nous regarde. Et du coup, on va être beaucoup plus profondément nous-mêmes. Mais c'est potentiellement, du coup, avec ça, que vont ressortir des colères, des émotions fortes, etc. Et puis, il y a cette imprévisibilité. Est-ce que je suis en phase d'accélération ou de décélération? Et donc, dans le tube, je suis vraiment imprévisible. Le matin, je peux être en pleine forme et puis à 14h, complètement épuisée parce que on a ces hormones qui sont en train de jouer à saute-mouton. Et heureusement, parce que c'est un cycle, de nouveau, tout s'apaise. Effondrement hormonal, je me pose sur la planche et là, je vais pouvoir me ressourcer et de nouveau planifier. Voilà comment ça se passe un cycle menstruel. Et ce cycle dure à peu près combien de temps? Alors, en moyenne, la moyenne réelle, elle est aux alentours de 29 jours. Maintenant, ça peut aller de 21 à 35 jours sans qu'on s'inquiète. Ça peut être plus long ou plus court. Mais si c'est moins que 21 jours ou plus que 35 jours, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose de problématique et qu'il va falloir aller voir ce qui se passe. Sauf dans les 2 premières années du cycle menstruel, où c'est normal qu'il soit plus variable. Et dans les dernières années qui précèdent la ménopause, c'est aussi normal que ce soit plus variable. Donc par rapport à certaines phases du cycle, tu peux être soit plus forte ou alors au contraire plus vulnérable. Tu peux avoir des ressentis très différents, ouais, avec un dialogue intérieur aussi très différent. Après, plus forte et plus vulnérable, je suis pas certaine de pouvoir répondre oui à ça parce qu'en réalité, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire, on est compétente pour tout à tout moment. On est vraiment capable de tout vivre à tout moment. Heureusement, t'imagines, si j'étais capable de vivre un truc un quart du mois, ça serait horrible. Donc, on est vraiment capable de tout vivre et de tout recevoir à tout moment. Ce que j'ai envie de transmettre plutôt, c'est que ça va être fait avec une facette différente. Donc, je vais le faire différemment. Et c'est ça qui peut être déstabilisant, et pour les autres et pour soi. Par exemple, moi, quand je donne un podcast, en le réécoutant, je suis à peu près capable de savoir dans quelle période j'étais de mon cycle. Parce que je parle pas de la même façon, j'ai pas la même façon d'amener les choses. Et ça, je trouve ça super intéressant, en fait. Ouais, j'avoue, c'est fou de se connaître autant. On a parlé du temps que dure un cycle menstruel, mais à quel âge démarre-t-il en moyenne chez une fille? Alors, en moyenne, l'âge des premiers cycles, c'est aux alentours de 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans. C'est en moyenne, c'est-à-dire que jusqu'à 16 ans, on s'inquiète pas. Si on a passé les 16 ans révolus, donc si on arrive à l'anniversaire des 17 ans et qu'il n'y a pas les règles, c'est vraiment important d'aller consulter. Et si les règles arrivent avant 9 ans, c'est aussi très très important d'être suivi, parce que dans un cas, on parle de ménarche précoce et dans l'autre cas, on parle de tardive, mais ça veut dire qu'il y a un truc qui fait que le corps galère un petit peu et essaye de gérer quelque chose. Et comment on explique à une petite fille, quand elle a ses premières règles, ce que c'est? Bah déjà, dans la mesure du possible, on lui en parle depuis un petit moment. Moi, je conseille d'en parler tout jeune. Mais alors souvent, ce qu'on fait, c'est que nos enfants, ils viennent avec nous aux toilettes quand on est tout petit. Donc en fait, on leur explique. Puis après, on se dit, ah bah c'est bon, je l'ai expliqué. Non, ils oublient. Hein. Nous, on les a en primaire après. Les gamins nous disent, ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors que les parents nous disent, mais si, j'en avais parlé, je m'en souviens. Tu parles en tant que maman, on se souvient quand on en a parlé. Donc, on en parle tout petit, mais on continue d'en parler. Et surtout, on réactive vraiment les informations aux alentours de 9-10 ans. Tout simplement parce que moi, je me suis rendu compte de ce que j'ai appelé le mur des 11 ans et demi. C'est-à-dire que si on n'en a pas parlé avant 11 ans et demi parce qu'on considérait que notre enfant, si elle est petite quand même, on va pas lui enlever son idéal de vie rose, fluo, je ne sais quoi. Donc, si on n'en a pas parlé avant 11 ans et demi, bien souvent, l'ado nous dit « Ah non, mais là, c'est cringe, quoi. Tu m'en parles plus. Je ne veux pas t'entendre parler de ça. » Et moi, je me retrouve avec des mamans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le programme Kiffe tes premières règles.
C'est pour des mamans qui me disaient mais Gaëlle, elle veut pas que je lui en parle et il faut quand même que je lui en parle parce que ça va lui arriver. Donc vraiment, informons les enfants entre 8, 9 ans et 10 ans avec des petites réactivations régulièrement. Et en fait, on leur en parle mais comme n'importe quel phénomène physiologique. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on est à se demander, mais en fait, on n'est pas en train de parler de sexualité à nos enfants, qu'on soit bien clair. Oui, Âge c'est des des choses premières différentes, règles. ouais. Bah oui, âge des premières règles aux alentours de 12 ans. Âge du premier rapport sexuel aux alentours de 17 ans. On n'est pas en train de parler de la même chose. Donc, leur parler de leur physiologie, leur parler de ce qu'elles vont vivre, comment l'appréhender, comment le vivre au mieux, leur donner les astuces, c'est tout bête, hein, mais leur montrer, nous, c'est ce qu'on fait dans les ateliers Kiffe tes premières règles, c'est leur montrer comment mettre une protection périodique, comment l'enlever, la petite astuce pour pas qu'il y en ait partout, comment je fais à la sortie de la douche. Enfin, voilà, toutes ces petites choses toutes bêtes, mais que bien souvent, nous, on a apprises toutes seules, alors qu'on aurait pu nous le transmettre. Donc, c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Quand est-ce qu'on change de protection? Comment on sait ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on utilise comme protection pour les différents sports qu'on fait? Enfin, voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on transmet. On transmet aussi des connaissances sur la quantité de sang, par exemple. Il faut savoir qu'on perd en moyenne une petite tasse à café de sang. La plupart des femmes pensent qu'elles perdent un mug, voire 1 litre de sang. Et du coup, ça crée un imaginaire aussi assez terrifiant. Et puis, on transmet à nos enfants que c'est pas normal de souffrir, que l'utérus est un muscle qui va se contracter. Et donc, ces petites contractions, elles peuvent générer des sensations dans le corps, mais que ça veut pas nécessairement dire qu'il y a de la douleur. Et donc, on n'apprend pas à nos enfants à associer les contractions de l'utérus à de la douleur. Parce que c'est comme ça qu'on crée les schémas de douleur, en fait, dans notre cerveau. Et pourquoi justement il y a certaines femmes qui vivent leurs règles un peu comme une souffrance, alors, enfin pas un peu, mais qui vivent une réelle Vraiment, souffrance ouais, plutôt. c'est ce que Ouais, j'allais ouais. dire. Je reformule ma question. Parce qu'on va dire, le gars... Alors, pourquoi il y en a qui vivent vraiment une réelle souffrance alors que d'autres s'en accommodent complètement? Bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des pathologies du cycle menstruel qui créent des dysménorrhées, donc des règles douloureuses. Je pense la principale, la plus connue, c'est l'endométriose, mais il y en a d'autres. On peut avoir des polypes utérins, on peut avoir des fibromes, il y a aussi l'adénomiose. Et donc, ce sont des problématiques physiologiques qui, pour le coup, créent des douleurs de règles. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire c'est pas normal de souffrir, parce qu'à partir du moment où, du coup, on souffre, on peut aller voir est-ce qu'il y a une pathologie et de se comprendre et de s'accompagner. Donc, il y a déjà cette première partie-là. Et puis ensuite, il y a ce que je viens d'évoquer juste avant, il y a cet imaginaire collectif de la douleur de règles. Quand je dis aux femmes, même adultes, ce n'est pas normal de souffrir et que je leur explique ce qui se passe au niveau de leur utérus, j'ai des femmes qui me disent à partir du moment où j'ai compris, j'ai arrêté de souffrir. Parce que, en fait, ce qui se passe, première règle, l'utérus, c'est la première fois de sa vie qui se contracte. T'imagines, tu fais du sport, t'imagines que la première fois que je suis sortie d'un entraînement de boxe, honnêtement, je pouvais plus marcher, j'avais des douleurs partout, il y avait rien qui allait. Donc, et les fois d'après, ça a été beaucoup mieux. En fait, l'utérus, c'est un peu pareil. Les premières règles, il se contracte, il fait des il comprend pas trop ce qui lui arrive. Il se contracte sous l'effet des prostaglandines qui lui envoient des messages de contraction, mais lui, il l'a jamais fait. Du coup, ça peut être un peu erratique et voilà. Donc, bien souvent, mais c'est pas toujours le cas, on peut avoir mal pendant les premières règles parce que le corps essaye de comprendre ce qui lui arrive. Si j'ai engrammé à chaque fois qu'il y a une petite contraction musculaire, c'est ça la douleur des règles. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tout au long de ma vie, à chaque fois qu'il y a une contraction musculaire, j'ai mal. Et je vais avoir l'attitude et la fonction physique autour de cet utérus-là en pensant que c'est de la douleur. Et donc, à partir de là, je crée les circuits de la douleur. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et celle-là, elle peut se résoudre en réalité. Et la troisième possibilité, donc on a vu les problématiques de maladie, on a vu les problématiques d'encodage quelque part du système nerveux. Et la troisième possibilité, qui est assez fréquente aussi et qui est très peu explorée, c'est un blocage fonctionnel, c'est-à-dire l'utérus ne bouge pas bien dans le petit bassin. Et ça, par exemple, avec des séances d'ostéopathie ou en travaillant chez un kiné, on peut arriver à pouvoir libérer le fait que l'utérus se remette à bouger correctement dans le bassin, parce qu'il a besoin de bouger pour se libérer de l'endomètre. Donc voilà, en gros, les 3 sources de douleur principales. Ok. Est-ce que tu as des clés pour réduire la culpabilité ou l'impression d'être trop sensible avant ou pendant les règles? De comprendre qu'en fait, ça a un intérêt d'être sensible. C'est vraiment ça, moi, que je transmets dans cette notion de session de surf. On l'a vu tout à l'heure quand on est dans le tube de la vague. Oui, on peut être trop sensible, mais en fait, c'est aussi le moment où se révèlent les choses à nous. Donc moi, j'aime bien dire, si effectivement, tout au long du cycle, on a gardé des choses pour nous, on a bloqué des choses, là, ça va être un peu le tsunami quand on va arriver dans le tube de la vague.
Donc, comment on fait pour avoir une espèce d'hygiène émotionnelle qui fasse qu'on lâche pas tout au long du cycle pour que ça fasse cocotte minute et que ça explose à ce moment-là? Moi, depuis que j'ai découvert ça, j'ai arrêté d'exploser en période prémenstruelle, alors qu'avant, je faisais vraiment partie des personnes qui explosaient totalement. Mais je gardais tellement de petits cailloux tout au long du cycle que au moment où le masque social tombe, il y a tout qui explose. Donc déjà, c'est d'avoir conscience que si ça explose, ça veut dire qu'on a collecté des choses, en fait. On n'invente pas des choses dans ces périodes-là. Donc de comprendre aussi que, quelque part, si la nature a fait ça, elle a bien fait les choses. Ça veut dire que, en gros, si on n'avait pas cette période-là de sensibilité où les choses peuvent exploser, sortir, etc., déjà, on pourrait développer des maladies parce qu'on garde les choses pour nous. Et puis surtout, on pourrait vivre clairement une vie à côté de nos pompes, c'est-à-dire la vie que les autres veulent qu'on vive. La vie avec le sourire, toujours disponible pour sa famille, toujours, etc. Mais je me suis jamais posé la question, je suis qui moi vraiment là-dedans? Et donc ces moments de sensibilité, c'est avant tout des indices pour nous dire, est-ce qu'on est en train de vivre la vie qu'on a envie de vivre ou est-ce qu'on est en train de vivre une vie à côté de nos pompes, quoi? Et quand ça devient rude dans la période prémenstruelle, moi je propose, on a un programme Kiffe ta période prémenstruelle, Kiffe ton syndrome prémenstruel même. Je propose vraiment 2 choses. 1, de comprendre au niveau biologique que ça peut être un déséquilibre hormonal et que ça, on peut soutenir le corps pour ça. Et 2, qu'au niveau psychologique, il y a aussi à faire un effort pour voir concrètement où est-ce que j'en suis et où est-ce que je m'abandonne dans le cycle, quoi. Mais il y a aussi la partie déséquilibre hormonal, clairement, et ça, c'est complètement dingue, mais on a normalisé ça alors qu'on ne devrait pas supporter un déséquilibre hormonal. Voilà. Par rapport au déséquilibre hormonal, justement, est-ce qu'il y a une alimentation particulière à mettre en place ou alors peut-être des compléments alimentaires à prendre pour aider justement cette période? En fait, déjà, il faut comprendre un petit peu comment se fabrique le syndrome prémenstruel. Mais oui, par exemple, un complément assez essentiel. Alors bien sûr, il faut vérifier s'il n'y a pas de contre-indication avec d'autres choses qu'on prend, etc. Mais je pense aux oméga-3 et au magnésium sous des bonnes formes, des formes assimilables, comme le bisglycinate par exemple. Donc ça, pour le coup, c'est des compléments qui sont assez universels pour soutenir l'équilibre hormonal, clairement. Et puis après, ça va être vraiment de comprendre, oui, dans l'alimentation, mais aussi dans notre exposition aux perturbateurs endocriniens, mais aussi dans notre stress, parce que le stress est le premier perturbateur endocrinien. Donc notre gestion du stress, notre activité physique aussi. Donc il y a plein d'éléments, plein de verticales qu'il va falloir aller explorer pour faire en sorte que ce syndrome prémenstruel, qui, moi je le présente vraiment comme un indicateur qui nous dit qu'il y a un problème. En fait, c'est pas normal d'avoir un syndrome prémenstruel. C'est pas normal d'avoir tout un tas de symptômes avant nos règles, et c'est pas normal non plus de rentrer dans des colères complètement dingues, etc. Tout ça n'est pas normal. Oui, parce que j'ai vu que ça peut aller entre 2 semaines et 48 heures avant l'apparition des règles. C'est ça, exactement. Il y en a juste après l'ovulation qui commencent à avoir tous ces symptômes, en fait. Et il y a plus de 150 symptômes différents. Donc ça peut être vraiment très, très protéiforme. Et effectivement, il y en a certaines, c'est 48 heures. Et la normale voudrait qu'on ait nos règles qui arrivent sans avoir eu de symptômes. Est-ce que la pilule contraceptive permet de réguler le cycle? Ou alors vraiment juste de masquer les symptômes? Ouais, tu l'as dit clairement, la pilule contraceptive, en fait, elle régule pas le cycle, elle bloque le cycle. Elle bloque la fonction ovarienne, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle bloque l'ovulation. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de cycle menstruel. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des saignements réguliers. On peut même pas les appeler des règles, ce sont pas vraiment des règles. On va avoir des saignements réguliers du fait qu'on arrête la pilule. Puisqu'il y a un effondrement hormonal. Et de fait, ça déclenche une inflammation au niveau de l'utérus et donc des saignements. Des saignements derrière, quoi. Mais il n'y a pas eu de développement de l'endomètre. C'est aussi ce qui explique que la texture des règles, la quantité des règles est très très différente quand on a une pilule et quand on n'en a pas. Tout simplement parce que quand on a une pilule, en fait, le cycle a été bloqué. Et je trouve ça fou qu'encore aujourd'hui, dans certains cabinets médicaux, on dise à une jeune ou à une moins jeune, « Ah, t'as un cycle irrégulier, pour le réguler, on va te donner la pilule. » C'est une aberration. Un cycle irrégulier, c'est la preuve qu'il se passe quelque chose, que le corps galère quelque part. Il faut explorer pour comprendre pourquoi, surtout éviter de masquer le symptôme, parce que, vraiment, on coupe la tête du messager, quoi. Oui, il traite les conséquences, mais pas la cause, quoi. Ouais, sauf que le problème, c'est que, après, on se retrouve comme moi, quand le jour où on va avoir un enfant et qu'on a fait confiance sur le fait que la pilule avait régulé notre cycle,
si on a une maladie, en réalité, on va se retrouver en procréation médicalement assistée, alors qu'on aurait peut-être pu depuis longtemps essayer de trouver des solutions. Ouais, il y a peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes, on a de plus en plus de mal à faire d'enfants. Moi, je vois autour de moi, j'ai des amis qui ont eu beaucoup de soucis, soit qui n'arrivent pas, soit qui ont eu des enfants très prématurés, qui passent justement voilà, par des PMA sur des années. C'est fou, quoi. Je peux même pas imaginer comment pendant 5, 6, 7, 10 ans, tu restes en PMA. Ça doit être horrible pour une femme, pour un couple. Ça doit être vraiment une sacrée grosse épreuve, quoi. Ah, je confirme que c'est un passage vraiment compliqué pour y être passée moi-même et pour avoir vu beaucoup de personnes y passer. Et c'est vrai que ma colère se situe au fait, tu vois, on disait tout à l'heure, première règle aux alentours de 12 ans, premier rapport sexuel aux alentours de 17 ans. Ça veut dire qu'on aurait 5 années pour laisser s'installer le cycle, vérifier s'il est en santé, vérifier si tout va bien, sans y toucher du tout d'un point de vue hormonal, puisqu'il n'y a pas de besoin. Et en fait, on n'utilise pas ces 5 années aujourd'hui. Dès qu'une enfant, elle a un petit peu mal au ventre ou elle a des règles irrégulières, on la met sous pilule. Sauf que du coup, on retarde le diagnostic, par exemple, de syndrome des ovaires polykystiques, mais aussi les diagnostics d'endométriose et tous les autres diagnostics qui peuvent poser des problèmes pour la conception. Et on les retarde. Et donc, quand on se dit, maintenant, j'aimerais bien faire un enfant, on arrête la pilule et c'est là qu'on découvre le pot rose. Alors qu'on aurait eu 5 ans, tranquille, sans aucun risque de grossesse non désirée, pour laisser le cycle se mettre en route, laisser les ovaires maturer, parce qu'il faut voir aussi que dans les deux premières années qui suivent le démarrage du cycle, il y a vraiment une maturation ovarienne. Et donc, si on met des hormones à ce moment-là, c'est un piratage de la maturation ovarienne. Donc, c'est complètement aberrant. Donc, on aurait eu 5 ans pour laisser le cycle se mettre en place, laisser les choses se réguler, voir s'il y a des problèmes ou pas, et accompagner s'il y a des problèmes. Et aujourd'hui, on n'utilise pas du tout ça. Et moi, je suis en rage contre ce fonctionnement-là. Ouais, oui, je comprends. Ouais. C'est vrai que quand il y a quelque chose, surtout physiologiquement comme ça, qui arrive, je pense qu'il y a un temps d'adaptation au corps, qu'ils comprennent, comme tu dis, voilà, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se met en place, de pouvoir s'adapter. Et c'est vrai que si tout de suite tu mets la fillette sous pilule, oui, tu casses ça tout de suite, quoi. C'est ça. Tu modifies les choses naturelles. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu les moyens de contraception les plus courants ? Alors, les moyens de contraception les plus courants, le plus donné, c'est la pilule. Le plus efficace, c'est le dispositif intra-utérin, donc qu'on appelait aussi stérilet, avec des ajouts d'hormones, et l'implant, qui est aussi des ajouts hormones. Donc tout ça, c'est les 3 qui sont avec des hormones et qui sont les plus courants et les plus sécures. Avec les hormones, on peut rajouter l'anneau. Donc l'anneau qui se met autour du col de l'utérus, en fait, à l'intérieur du vagin. Donc ça, c'est les plus courants et qui ont des hormones. Et ensuite, quand on va vers les moyens de contraception sans hormones, on va avoir le dispositif intra-utérin au cuivre. Donc lui, il n'a pas du tout d'hormones. Il a un petit fil de cuivre tout autour. Et donc, ça va en fait créer une inflammation à l'intérieur de l'utérus qui va rendre plus difficile l'implantation et qui va tuer les spermatozoïdes. Donc voilà pour les principaux. Et puis ensuite, forcément, le préservatif, c'est quand même important de le dire parce que on peut l'oublier, mais il est quand même assez efficace. Alors le préservatif avec un lubrifiant adapté, ils sont pré-lubrifiés, mais c'est pas suffisant. Et en fait, une grosse partie des problèmes de préservatif qui cassent sont liés au fait qu'on n'ait pas ajouté de lubrifiant adapté au préservatif. Donc, il faut vraiment acheter un lubrifiant en supplément pour lubrifier le préservatif pour être sûr qu'il n'y a pas de casse, en fait, tout simplement. Et puis ensuite, il y a les moyens d'observation du cycle, ce qu'on appelle les MOC, qui sont d'apprendre à repérer une fenêtre de fertilité et d'apprendre à la fermer pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir des rapports pénétrants sans risque de grossesse ou quand est-ce qu'on peut en avoir avec risque de grossesse. Parce qu'en fait, les MOC, ça peut servir à favoriser une grossesse comme à se préserver d'une grossesse. Ça, par contre, ça s'apprend. Je dis ça parce qu'il y a de plus en plus de grossesses non désirées qui sont liées à l'illusion de la méthode d'observation du cycle, parce que notamment, les applications peuvent donner l'impression qu'elles savent quand est-ce qu'on ovule. C'est faux. Et donc, du coup, j'ai de plus en plus de jeunes filles qui veulent pas prendre la pilule parce qu'elles ont peur des conséquences, mais qui disent, moi, je regarde mon application et je sais. Et ça, c'est faux et ça fait des grossesses non désirées et c'est hyper dangereux. Donc, si on veut vraiment utiliser une méthode complètement naturelle, alors on apprend ça avec une monitrice de fertilité ou un moniteur de fertilité pendant plusieurs cycles pour apprendre réellement comment on observe. On fait pas ça
à l'arrache, quoi. Parce que je rappelle qu'une grossesse non désirée, qu'on termine qu'on termine en avortement ou qu'on termine avec l'enfant, c'est quand même toujours un vrai coup. Oui, bien sûr. Je pour pense la que personne. l'avortement, pour une femme, pour avoir déjà connu une amie qui est passée par là, c'est psychologiquement, c'est lourd, quoi. Même physiologiquement, c'est quelque chose, quoi. C'est pas anodin juste de dire bon bah allez, je vais prendre la petite pilule contraceptive si tu es encore dans les temps, ou alors de passer par un curage si Mm. vraiment voilà, tu as dépassé les délais. C'est quelque chose, quoi. Ah oui, non, c'est jamais anodin. Et le fameux soi-disant avortement de confort, faut juste arrêter avec ce délire-là, quoi. Enfin, que les personnes qui disent ça viennent tester. On verra ce que ça donne, quoi. Ouais, surtout Parce que je suis passé sur un article justement hier, et il y avait eu plus de 250 000 avortements en 2024, soit l'équivalent d'un enfant sur 4. Mm. Je trouve ça genre Ah, énorme. j'ai pas le chiffre d'un enfant sur 4. Ok. Mais effectivement, oui, non, mais il y a beaucoup d'avortements. Après, c'est heureux que quand c'est pas le bon moment, si ça nous convient pas, on puisse aussi arrêter une grossesse, parce que Bien vivre sûr, avec un bien enfant sûr. non désiré, c'est quand même compliqué. Donc, c'est très très heureux qu'on ait cette possibilité-là. Pour autant, voilà, si on peut avoir des moyens de contraception qui sont adaptés à nos besoins, c'est assez idéal, quoi. Oui, c'est vrai que maintenant on voit les montres connectées qui te disent voilà, détection du cycle menstruel par rapport à la température. Euh, c'est pas 100% fiable, hein, c'est ce que tu disais. Pour donner le nom de ce moyen de contraception, c'était la symptothermie, c'est ça? Oui, tout à fait. La symptothermie ou la méthode Billings, c'est les deux plus connus en tout cas, qui sont les méthodes effectivement où on peut être accompagné par des moniteurs ou des monitrices de fertilité pour vraiment apprendre à le faire correctement. Certaines contraceptions font donc disparaître les règles, comme on Mm. disait. Est-ce qu'on peut parler d'aménorrhée dans ce cas-là? Bah oui, on peut parler d'aménorrhée parce qu'on n'a pas les règles pendant plus de 3 mois, mais du coup elle est pas pathologique l'aménorrhée parce que elle est pas on comprend pourquoi elle est là. En fait, le problème de l'aménorrhée, c'est quand on comprend pas pourquoi on se retrouve sans avoir de cycle menstruel. Donc là, oui, ça bloque le cycle. Oui, on est en aménorrhée, mais en aménorrhée chimiquement programmée. Donc c'est ok, quoi. Et dans ce cas-là, si c'est pathologique, qu'est-ce que ça révèle vraiment sur le corps et quel est l'impact psychologique qui va avec aussi derrière? Oui, alors donc ça, là, ce que tu es en train de me dire, c'est si on n'a pas nos règles pendant plus de 3 mois, donc la définition d'une aménorrhée, si on n'a pas de cycle menstruel pendant plus de 3 mois, quelles sont les conséquences, c'est ça, et qu'est-ce que ça révèle? Exact. Alors, si c'est le cas, bah déjà, la première chose, c'est de comprendre que ce n'est pas normal. Ça veut dire que le corps arrive pas. En fait, moi, j'aime bien dire que nos cellules, elles ont reçu 2 lettres de mission quand on est né. C'est survivre et se reproduire. Donc, en gros, si on a un aménorrhée, ça veut dire que la fonction reproductive, qui est quand même la deuxième lettre de mission qu'on a reçue, elle fonctionne plus. Elle est cassée. Et il va falloir commencer à enquêter pour comprendre pourquoi. Ça peut être pour des raisons de pathologie. Si on a un syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, ça explique des aménorrhées. Mais ça peut être aussi parce que, par exemple, on a des carences. De façon très normale, le corps se dit c'est peut-être pas le moment de tomber enceinte. Si j'ai moins de 13% de masse grasse, par exemple, le corps se dit là, à tout moment, on va pas jusqu'au bout de la grossesse. Donc autant se préserver, et du coup, on lance pas l'ovulation. De la même façon, si j'ai des carences en termes d'apport, c'est-à-dire si j'ai plus, même si j'ai de la masse grasse, si j'ai moins d'apport que ce que je consomme, en fait, le corps se dit là, on est plutôt dans une zone de famine, donc on va faire attention, et potentiellement, il va stopper la fonction de la reproduction. Donc vraiment, c'est un super indice. D'ailleurs, c'est génial. Il faut quand même savoir que nous, on l'a et que les hommes ne l'ont pas. Et donc, par exemple, sur le Rett syndrome, qui est le syndrome des sportifs et sportives, hein, donc ça marche pour les deux, qui ont des apports insuffisants par rapport à l'énergie consommée, eh bien, finalement, les femmes ont un symptôme assez tôt, qui est l'arrêt du cycle menstruel, là où les hommes vont voir les premiers symptômes avec les fractures de fatigue ou des choses comme ça, donc des choses plus graves en réalité. C'est-à-dire que nous, on a un indice avant. Sauf qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, alors de moins en moins, heureusement, mais souvent quand on va voir un médecin et qu'on dit « je fais du sport à haut niveau, j'ai plus mes règles », il va dire « c'est normal, c'est lié au sport ». Mais mauvaise réponse. Ouais, il fait la passerelle Eh oui, assez alors rapidement, oui, c'est vrai, mais non, ce n'est pas normal. Et surtout, génial, tu as un indice qui te dit que là, tu gères pas les choses comme il faut. Que ce soit en niveau de stress, que ce soit en apport nutritionnel, il y a un déséquilibre. Et en gros, là, l'objectif qu'on devrait toutes avoir quand il y a des aménorrhées comme ça qui se présentent à nous, c'est de retrouver un cycle le plus vite possible.
Il faut savoir que nos hormones, œstrogène et progestérone, c'est des hormones qui sont protectrices du système cardiovasculaire, du système osseux et du système cognitif. Donc si on les a pas, parce que le cycle est en carafe, ça veut dire qu'on se prive de tout ça. Et donc on va potentiellement avoir des conséquences. Même quand tu fais du sport haut niveau, malgré que tu aies la pilule qui, elle, régule donc tes saignements, tu peux quand même être en aménorrhée. Malgré, Le problème, c'est que la pilule, elle masque. c'est ça le Ça, c'est problème. tout le C'est ça, problème. c'est ça ma Ouais, mais question. Est-ce clairement, que du coup, si on a un doute sur le Rett syndrome, on arrête la pilule. Je suis désolée, là, je suis cash, mais c'est surtout, on ne prend pas la pilule sur un Rett, sur une aménorrhée. Ça, déjà, c'est la base. Je suis désolée, j'y vais cash, mais on prend pas la pilule sur une aménorrhée parce que ça va la masquer. Et que ce qu'on veut, c'est que le messager, il reste en vie pour qu'on puisse vérifier ce qui se passe. Donc Ouais, déjà, c'est ça, faut vraiment penser, peut-être des fois à arrêter ah oui, ton moyen de contraception actuel pour avoir tes vraies règles, tout simplement, et voir si tout va bien, quoi. clairement. Et si on a un doute là-dessus, clairement, on arrête la pilule, on prend un préservatif, on trouve d'autres moyens de contraception. Après, on n'a pas parlé, mais il y a la cape cervicale, il y a d'autres moyens de contraception. Mais on arrête les moyens de contraception hormonaux pour vérifier dans quel état on est et est-ce que le cycle il est là, est-ce qu'il fonctionne, et on le vérifie sur 3 cycles, un minimum, parce qu'on joue pas avec ça, en fait, c'est trop dommage. Parce qu'effectivement, les conséquences derrière, c'est les fractures de fatigue, c'est le système cardiovasculaire qui s'affaiblit, c'est du flou au niveau cognitif, c'est pas neutre. Oui, il peut y avoir des gros risques derrière, quoi. Clairement. Tu parlais donc de SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Comment ça influence les règles, les hormones et parfois même la fertilité? Donc le syndrome des ovaires polykystiques, en réalité, ce qui se passe, c'est que on va avoir un excès d'androgènes, donc il y a trop d'hormones dites masculines dans notre corps, ou alors une surréaction de nos récepteurs aux androgènes. C'est-à-dire, j'en ai pas trop, mais mon corps agit comme s'il y en avait trop. En gros, c'est à peu près ça qui se passe. Donc les conséquences, ça va être effectivement qu'on va pouvoir se retrouver avec des périodes d'aménorrhée, c'est-à-dire que le corps ne va pas réussir à ovuler, on va pas réussir à arriver jusqu'à la zone d'ovulation. Donc ça, c'est ce qui se passe physiologiquement, et donc du coup, ça peut limiter beaucoup les chances de grossesse. Alors attention, on peut tomber enceinte en ayant un SOPK. Ça déjà, c'est la première chose, mais ça fait partie des problèmes qui emmènent beaucoup en procréation médicalement assistée. Ce qui est intéressant, c'est que le SOPK, dans le monde médical aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on peut rien y faire. Moi, par exemple, mon médecin m'avait dit, moi j'avais des cycles de plus de 100 jours, mon médecin m'avait dit ça sera toujours comme ça en fait, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai des cycles de à peu près 35 jours. Parce que j'ai mis en place un protocole avec une hygiène de vie. Alors ce qui est génial, moi je dis que le SOPK, c'est mon pire ennemi et mon meilleur ami. Parce que en fait, il m'a permis de mettre en place une hygiène de vie que je n'aurais jamais eue si je ne l'avais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du sport et j'en ferais peut-être pas de cette manière-là si j'avais pas mon SOPK. Je m'alimente en faisant attention, je prends des compléments alimentaires, et donc quelque part, je fais beaucoup plus attention à moi dans ma vie. Je fais très attention à mon niveau de stress aussi. Plein de choses que je pense que j'aurais pas fait si j'avais pas le SOPK qui déraille à chaque fois que je lâche un petit peu ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, la plus mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même une pathologie qui crée de la fatigue chronique, qui crée tout un tas de petites choses qui vont avec, des désagréments au niveau intestinaux, etc., qui sont pas très drôles à vivre au quotidien. Mais voilà, je pense qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et se dire qu'il peut y avoir des avantages, mais à condition de se prendre en main, de s'éduquer, de comprendre la maladie, et puis de s'accompagner. Mais j'ai envie de poser ici que c'est pas une fatalité en soi, le SOPK. Par contre, c'est vrai que si on veut le prendre en main soi-même, ça va demander un peu d'énergie, quoi. Ouais, il faut vraiment se renseigner, se documenter, et puis se faire accompagner pour le vivre au mieux, et puis tirer parti, comme tu as fait, donc mettre une hygiène de vie en place. Ouais, c'est bien, parce qu'il y en a qui se seraient dit, bon, j'écoute mon médecin, je peux rien y faire. Et puis, t'aurais vécu ça mal, je pense, au quotidien, alors que là, tu arrives à dompter un peu la maladie. Ouais, et puis c'est quand même pas neutre, je le disais tout à l'heure, les hormones, elles sont protectrices de plusieurs systèmes. Et en fait, si on n'ovule pas, ça veut dire on sécrète pas du tout de progestérone, qui est vraiment un anxiolytique, qui est vraiment un protecteur du système osseux, un protecteur du système cardiovasculaire. Donc, si on la sécrète pas, quelque part, on a un déficit. Donc là, moi, mon enjeu, depuis que j'ai réussi à réguler à peu près les choses, c'est d'avoir un max d'ovulation avant la ménopause pour rattraper un petit peu ce temps perdu qu'il y a eu avant, où finalement, j'ai eu un déficit hormonal, finalement.
Et comment tu sais différencier si tu as un problème au niveau des récepteurs ou si tu as trop d'hormones d'œstrogènes? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas un grand intérêt à différencier les deux parce que la réalité, c'est que on va C'est pas la même. changer le protocole en fonction de quel est l'un ou l'autre. Donc Ok. déjà, c'est la première chose. Et ensuite, la façon de le différencier, c'est assez simple parce qu'en fait, ce sont les dosages hormonaux. Dans un cas, le dosage hormonal, il va être plutôt correct, sans pic d'androgène. Mais par contre, on aura des signes extérieurs d'hyperandrogénie, donc par exemple de l'hirsutisme, des poils qui sont à des endroits qui n'étaient pas prévus, des variations de poids qui sont vraiment très importantes, des choses comme ça. Donc ça, c'est des signes d'hyperandrogénie extérieure. Alors que notre analyse sanguine, elle est tout à fait normale. Ok. Pour en revenir, tu parles de prise de poids. C'est un truc qui me vient en tête, mais est-ce que la pilule fait vraiment grossir? Ça peut, ouais, complètement. En fait, il faut voir que déjà, la pilule, c'est donc œstroprogestative. Dans les progestatifs, donc la molécule qui est utilisée pour que ça puisse empêcher l'ovulation, il y a déjà une gamme de progestatifs très, très différents. Et on va réagir très différemment aux progestatifs. Donc, oui, clairement, la pilule peut faire grossir. Pendant longtemps, les labos disaient aux médecins, non, mais c'est parce que leur mode de vie a changé. Maintenant qu'elles prennent la pilule, c'est qu'elles se sont empâtées dans leur couple. Vraiment, c'est un discours qui a énormément circulé. Jusqu'à un C'est dingue. moment, on s'est dit, c'est gentil, mais bon, dans le même couple, elle a arrêté la pilule, elle a perdu 10 kilos, quoi, en fait. Donc, c'est quoi le problème? Et donc, non, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que oui, la pilule peut faire grossir et que, normalement, on ne devrait pas rester avec une pilule qui nous fait grossir. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, pour trouver la pilule qui nous convient, c'est pas juste celle que le médecin a l'habitude de prescrire. C'est, on tente celle-là, ok. Et puis derrière, est-ce que j'ai des effets secondaires? Est-ce que j'ai des choses qui me conviennent pas? Et effectivement, le fait de grossir est un effet secondaire qui doit justifier de se dire à un moment, on change de pilule. Ouais, c'est que c'est pas la La bonne bonne chose qui. molécule ou le bon dosage pour nous. Est-ce que ça peut couper aussi la libido Ouais, ou complètement. l'augmenter? L'augmenter dans de rares cas, hein. Alors l'augmenter, en réalité, ça serait plus psychologique. Ça serait, j'ai plus de risque de tomber enceinte. Ouais. Donc, je suis libérée de ça. Donc, effectivement, je vais pouvoir retrouver une libido. Mais ça serait plus dans cette dynamique-là, en réalité. Alors que la limiter, là, pour le coup, ça s'explique hormonalement. On va passer sur l'endométriose, qui est souvent qualifiée de maladie invisible. En quoi la connaissance du cycle peut-elle vraiment l'aider à mieux la vivre au quotidien? Alors, l'endométriose, déjà, c'est une maladie protéiforme. Il faut vraiment comprendre que le symptôme le plus courant, c'est les douleurs de règles, mais il y a tellement d'autres symptômes qui sont vraiment très variés. Et je pense aux problématiques je vais retrouver ça, de digestion, voilà. Je pense aux problématiques de digestion. Je pense aussi aux problématiques, la fatigue chronique, on en parlait, mais ça peut être aussi des insomnies. Enfin, il y a tout un tas de choses qui viennent avec l'endométriose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comprendre son cycle va permettre, par exemple, de savoir à quel moment arrivent les choses. Par exemple, est-ce que j'ai des douleurs au moment de l'ovulation? Si oui, comment ça se fait, ça se matérialise? Donc vraiment, je suis capable d'observer mon endométriose et de bien la comprendre. Et du coup, je vais pouvoir faire des choix plus adaptés pour pouvoir m'accompagner. C'est une maladie qui se soigne pas, hein. On parle, comme le SOPK, d'une maladie chronique du cycle. C'est des maladies qu'on va pouvoir apaiser par moment, mais on a toujours de l'endométriose, en fait, hein. Donc voilà, c'est pas une maladie qui, aujourd'hui en tout cas, c'est pas une maladie qui se soigne. Est-ce que tu peux avoir les deux, SOPK et endométriose? Et merci de poser la question, parce que tu sais, le nombre de personnes, en fait, il a été prouvé qu'il y a une prévalence très importante de la double pathologie. Sauf que quand un des diagnostics est posé, tous les symptômes sont mis sur le dos du diagnostic en question. On va pas chercher L'ultra plus loin, classique. quoi. Voilà. Et l'ultra classique, c'est les femmes qui me disent, je me tords de douleur, à en vomir, à tomber dans les pommes, etc. C'est mon SOPK. Non, ça fait pas partie des symptômes du SOPK. Vraiment pas. Donc, et à l'inverse, l'aménorrhée très longue, etc., le cycle complètement erratique, ne fait pas partie des symptômes de l'endométriose. Par contre, effectivement, il y a une forte prévalence du duo endométriose et SOPK, et ça serait vraiment important de choper les deux, parce qu'il y a des stratégies à mettre en place qui sont complémentaires pour les deux, et que de mettre tous les symptômes sur l'un, ça peut être problématique. Toi, donc avec Kiffe ton cycle, qu'est-ce que tu proposes concrètement comme outil pour apprendre à observer et puis mieux comprendre son cycle?
L'idée, c'est de déjà repérer son ovulation. Moi, c'est la première chose. Vous allez sur mes réseaux sociaux ou sur le blog, il y a plein d'endroits où j'explique comment on fait pour repérer son ovulation, parce que c'est la base. Pour moi, dès les premières règles, on devrait savoir repérer son ovulation. Et puis, ça nous permet de bien comprendre notre cycle. Après, il y a des outils qui sont gratuits, comme la fleur de cycle, par exemple, qui est juste une fiche à télécharger et à imprimer, où on va pouvoir noter ce qu'on vit tout au long du cycle menstruel pour pouvoir se figurer, tiens, comment il fonctionne, moi, mon cycle, tu vois. Donc, on peut déjà commencer à s'observer pour mieux se comprendre. Et puis ensuite, on peut passer sur des programmes en ligne, soit pour gérer ce qui est problématique. Donc, par exemple, l'après-ménopause, si elle est souffrante ou si on a envie de bien se préparer. Le syndrome prémenstruel, si on en a un, pour rééquilibrer les choses. Les douleurs de règles, on a un programme aussi, Kiffe tes règles sans douleur, pour comprendre comment elles se fabriquent et comment on peut en sortir. Et puis ensuite, on a des programmes d'éducation qui sont Kiffe ton cycle et Kiffe tes premières règles. Donc les premières règles, c'est pour les jeunes et Kiffe ton cycle, c'est pour les adultes, qui sont vraiment un moyen de comprendre comment on peut s'appuyer sur le cycle menstruel pour en faire une force dans nos vies. Tout est intérêt à venir se documenter vers toi pour toutes les femmes qui ont des souffrances ou qui ne comprennent pas, voilà, des sauts d'humeur particuliers ou... Clairement, venez sur notre blog. Je sais plus, je crois qu'on a plus de 300 articles sur le blog. Enfin, voilà, il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites. Et ensuite, si vous souhaitez passer sur nos programmes, ça sera toujours avec plaisir, mais commencez par les ressources gratuites. Bon je les envoie chez toi, ces petits moments promotion. Comment impliquer aussi les hommes dans cette démarche pour qu'ils comprennent et soutiennent mieux les femmes autour d'eux? Alors ça, c'est vraiment important. Dans le programme Kiffe ton cycle, il y a une petite vidéo de 8 minutes qui est destinée aux hommes, mais qui vient tout à la fin. Parce que tu vois, il y avait des femmes qui entraient dans le programme et qui me disaient « Elle est où la vidéo pour les hommes ?» Et je leur disais « Non, d'abord, toi, tu comprends comment tu fonctionnes et après, on leur explique. » Je pense qu'il y a quand même cette notion de responsabilité. C'est nous qui vivons le processus de le comprendre. Maintenant, je trouve ça génial. Il y a de plus en plus d'hommes qui souhaitent s'informer sur le sujet. Écouter des podcasts comme le tien, consulter des choses. Mais c'est vrai que comprendre que je vais avoir une personne multifacette et que ça, c'est très riche et que ça peut porter les projets du couple, les projets globalement, et que c'est positif, c'est hyper important. Parce que souvent, ce qui peut se passer quand on est inconscient de cette notion du cycle, c'est que finalement, on va préférer une facette et puis on va pas aimer les autres. Et donc, on va être en permanence en train de reprocher à la femme de pas être dans l'autre facette. Ah oui, mais quand t'es comme ça, t'es tellement génial et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, messieurs qui nous écoutez, si vous êtes encore là, apprenez à aimer toutes les facettes de vos femmes, de vos femmes, mais ça peut être aussi de vos filles, parce que quand en plus il y a des ados à la maison, ça peut être un peu détonnant. Donc apprenez à aimer et à comprendre ces différentes facettes sans les diminuer, sans les amoindrir, parce qu'elles ont toutes une vraie qualité essentielle pour que la femme soit pleinement accomplie. Et donc forcément que ça se passe bien dans le couple aussi. Alors il y en a peut-être certaines qui vous embêtent un peu plus parce que comme je disais tout à l'heure, quand le masque social tombe, ça peut faire des chocs à pic. Mais vraiment, ayez conscience que sans ça, il y aurait plus de problèmes en fait. Oui, et puis ça fait partie de la femme. Ça fait partie de ta moitié d'être comme ça, et puis voilà, c'est à toi d'apprécier aussi ce moment-là. Après, C'est ça, bien et aussi puis d'être parce que capable ça de permet... soutenir. Oui, ça permet aussi justement de dire, comme tu dis tout à l'heure, de dire les choses qui ne pourront peut-être pas être dites à certains moments. Et c'est des petites alertes aussi, quoi. C'est exactement ça. Et puis après, c'est tout bête, mais apprenez à aller chercher les bonnes protections périodiques au supermarché ou là où on les achète. En tout cas, renseignez-vous. Parce que si on est fatigué ce jour-là, si vous pouvez être un relais, ça peut être génial. Et c'est vrai qu'honnêtement, des anecdotes sur les hommes qui n'ont absolument rien compris à ce dont on avait besoin, on en a mais des tonnes. Le nombre qu'on ramenait des protège-slips parce que le paquet était plus petit. Oui, mais messieurs, ça va pas tenir ça pour les règles. Donc, renseignez-vous. Demandez quelle marque, comment. Essayez de vous renseigner un tout petit peu pour être capable d'être opérationnel si un jour ça arrive, quoi. Oui, après, de toute façon, dans un couple, dans la logique, t'es censé être un binôme. Donc, voilà, quand il y en a un qui faiblit un peu, c'est à l'autre de prendre le relais, quoi. Que ce soit sur tout, les tâches ménagères, l'éducation des enfants, etc., etc. Ça, je suis complètement d'accord. On va passer un petit peu sur 2-3 questions sexualité. Pourquoi le désir sexuel peut exploser à certains moments du cycle et disparaître à d'autres? En fait, ça, c'est super intéressant. C'est clairement, d'un point de vue hormonal, on va avoir des fluctuations de libido. J'ai dit tout à l'heure, la nature nous a donné 2 lettres de mission, survivre et se reproduire. En fait, quand on approche de la période de l'ovulation, on va avoir l'augmentation de la libido. C'est assez normal. C'est-à-dire que
notre corps se dit c'est le moment, quoi. Il faut savoir que l'ovule, il vit à peu près 24 heures. Donc, on n'a pas une fenêtre complètement dingue. Alors, le spermatozoïde, lui, il vit jusqu'à 5 jours dans la glaire fertile. Donc, on va se dire qu'on a une fenêtre globale de 5 jours à peu près. Donc, ça veut dire que sur cette période-là, effectivement, on va avoir le fameux petit boost de testostérone qui, lui, va nous pousser à être beaucoup plus dans l'interaction sexuelle. Et c'est intéressant de le savoir aussi parce que, par exemple, moi, j'ai le coup hyper classique du « Ah, mais on l'a fait qu'une fois avec ma femme, on le fait tellement peu souvent. » Si on l'a fait qu'une fois, il y a forte chance que ce soit dans la période fertile. Parce que, un peu émoustillé par les hormones, etc. Donc, et je dis ça pour les grossesses non désirées, notamment, c'est souvent le cas. Ah oui, on l'a fait qu'une fois, ou c'était une fois en passant, ou alors le coup du on a remis le couvert entre ex. C'est souvent dans la période de fertilité, en fait, on va se le dire. Donc là, il y a un vrai boost hormonal. Et puis ensuite, il faut comprendre que, et il y en a un deuxième petit pic hormonal qui se situe juste au début des règles ou juste avant les règles. Tout simplement parce qu'il y a un effondrement de l'œstrogène et de la progestérone. Et du coup, c'est pas qu'il y a un pic de testostérone, mais c'est que la testostérone, c'est l'hormone qui surnage le plus. Et donc, on peut de nouveau avoir ce petit pic de libido juste au début des règles ou juste avant les règles. Et ça, il faut savoir que c'est super intéressant physiologiquement parce que avoir un orgasme est quand même un des meilleurs antidouleurs. Voilà, moi je le pose ici. Ouais. Et ensuite, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe sur les autres périodes du cycle menstruel. Donc, dans la période entre l'ovulation et entre les règles et l'ovulation, c'est une période où tout se prépare au niveau du corps. Donc là, potentiellement, c'est assez joyeux puisqu'on approche de la fenêtre de fertilité. Donc, potentiellement, on est plutôt encline à avoir des relations sexuelles, même si elles sont pas super méga kiffantes. Voilà, je le pose ici. Une fois que l'ovulation est passée, le corps a plus aucun intérêt, on est sûr à 100% qu'il n'y aura plus du tout de fécondation. Donc, tout est fermé. Donc là, il va se passer deux choses en fait. Soit la libido qui s'effondre complètement, parce que finalement, ce qui se passe dans nos relations sexuelles ne me fait pas anticiper suffisamment de joie, de plaisir, d'envie, etc. pour que psychologiquement, quelque part, j'arrive à passer par-dessus la question hormonale. Soit on arrive à se rendre compte que finalement, peut-être qu'on a besoin d'un autre type de sexualité en fonction des différentes phases aussi. Et bien souvent, dans la sexualité un peu classique, on reste dans un truc très classique qui va finalement convenir jusqu'à l'ovulation. Et après, il va y avoir plutôt une tendance à repousser. Et on peut se poser les questions de savoir est-ce qu'on a réinventé des choses en couple qui lui convenaient vraiment, qui convenaient vraiment aux deux côtés, parce que il y a plus la biologie qui nous supporte sur la deuxième moitié du cycle. Donc d'où l'importance de parler des choses au quotidien. C'est ça. Et puis de de pas ce qui nous attendre fait que le vraiment... masque tombe, par Voilà, exemple. de ce qui nous fait vraiment plaisir, etc. Et puis aussi, il y a un truc qui est super important, mais à partir du moment où il y a des symptômes, je vais dire un truc tout bête, mais si on a les seins qui sont ultra tendus parce qu'on a un syndrome prémenstruel qui se manifeste de cette manière-là, clairement, en général, les interactions sont pas très, très joyeuses. On n'a pas envie, en fait, c'est douloureux. Oui, si Donc c'est là, douloureux, il y a voilà. pas de plaisir, donc du coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas normal d'avoir un syndrome prémenstruel douloureux. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de réguler cette problématique de syndrome prémenstruel, faire une régulation hormonale pour que derrière, il y a plus ces symptômes qui nous empêchent d'être dans l'interaction. Et comment ça s'explique ça aussi, que tu aies des douleurs du coup au niveau des seins lors des... Mais en fait, ça s'explique par le dérèglement principal hormonal de la période prémenstruelle, c'est-à-dire trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. Et ça va être soit on sécrète pas assez de progestérone, soit on n'arrive pas à évacuer suffisamment les œstrogènes. Et donc, c'est ça qu'on va travailler quand on fait le rééquilibrage. Ouais, donc tout part vraiment des hormones, quoi. Ah ouais, clairement. Est-ce que les règles doivent être vues comme un frein à la sexualité ? Alors, en tout cas, à tout moment, on a le droit de dire oui ou non, en tant que femme. Maintenant, et puis en tant qu'homme aussi, on va se le dire. Oui, parce que bien sûr, oui, après, là, on parle de dans les deux sexualité homme-femme, c'est exactement la même chose dans le cas des sexualités femme-femme, par exemple. Mais en fait, ce qui est important, c'est déjà, que les deux soient OK, parce que on peut avoir plein de résistances qui sont personnelles, et donc il n'y a pas de raison de se forcer à aucun moment. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Une fois que c'est posé et que les personnes impliquées sont consentantes, là, on peut y aller. C'est-à-dire que physiologiquement, c'est pas un problème en soi d'avoir les règles. Alors, au niveau du linge de lit,
Par exemple, ça peut être problématique, donc on a des astuces qu'on peut donner. Il y a des super couvertures qui sont toutes douces avec à l'intérieur, par exemple, comment ça s'appelle, quelque chose d'imperméable. Du coup, ça c'est super agréable et puis on peut le mettre en dessous sans aucun problème. Mais sinon, la serviette pliée en quelques morceaux, ça marche aussi. L'éponge aussi, on n'a pas parlé de ça, mais on peut utiliser une éponge qu'on s'insère à l'intérieur du vagin, qui permet de retenir un petit peu le flux des règles et qui permet aussi d'avoir des rapports sans être embêté par ça. Le disque menstruel aussi peut permettre de retenir le flux des règles et comme il est très très souple, il pose pas de problème au niveau de la pénétration par exemple. Bref, il y a plein de solutions possibles, mais non, a priori, comme je disais tout à l'heure, l'orgasme étant un des super moyens de diminuer les douleurs en général et de détendre, pourquoi s'en passerait-on ? Mais encore une fois, faut-il être à l'aise avec, et si c'est pas le cas, on le fait pas. Et puis après, il y a aussi la tradition ou les croyances qu'on peut avoir. Il y a certaines religions dans lesquelles il n'est pas autorisé d'avoir des relations sexuelles sur ces périodes-là. Et moi, je respecte toutes les croyances, donc les gens font ce qu'ils veulent du moment que. Mais il y a pas de blocage physiologique au fait d'en avoir. Et est-ce que du coup, on peut tomber enceinte pendant ces règles ? Ouais, ça par contre, c'est hyper important de le dire. Clairement, ça c'est un grand classique, notamment chez les jeunes qui se disent yes, on peut laisser tomber le préservatif parce que j'ai mes règles, tu peux y aller. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un petit sur-risque de contamination de maladies dans la période des règles, donc c'est pas le moment où on lâche le préservatif, vraiment. Et puis surtout, on peut clairement tomber enceinte pour plein de raisons. On peut tomber enceinte parce que nos règles peuvent ne pas être de vraies règles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des saignements, mais si on n'a pas vérifié qu'il y avait une ovulation avant parce qu'on savait pas le vérifier, c'est pas forcément des vraies règles. Et donc là, dans ces cas-là, il peut y avoir une ovulation à n'importe quel moment. Et puis la deuxième raison, la plus classique, c'est qu'on peut ovuler très tôt dans le cycle. Et ça, on peut pas le savoir. Et je l'ai dit tout à l'heure, les spermatozoïdes, ils peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans une glaire fertile. Donc le problème, c'est que si on ovule très tôt dans le cycle, en fait, la période où les spermatozoïdes vont pouvoir survivre et la période des règles peuvent être se chevaucher. Et donc, on peut se retrouver effectivement, et ça, on peut pas le voir. C'est-à-dire que même les personnes qui observent leur glaire cervicale, pendant les règles, comme il y a déjà ce flux qui est là, c'est très très dur de voir si on a un mucus fertile ou pas. Donc, on prend pas de risque dans la période des règles. C'est considéré comme une période dangereuse, quoi. J'ai lu en plus ce week-end une étude qui est en cours, comme quoi le sang menstruel pourrait soigner de la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, ils disent que dedans, il y a des cellules souches qui sont donc présentes dans le sang menstruel. Et donc, ils ont testé ça sur des souris, des rats, tout ça. Et ils ont remarqué le développement créatif et de la mémoire également chez les sujets, quoi. Oui, il y a plein de recherches en cours, mais effectivement, celle qui est la plus probante, c'est cette découverte qui a été faite il y a quelques années des fameuses cellules souches dans le sang menstruel. Et donc, il y a pas mal de recherches qui s'orientent dans deux directions. Un, effectivement, le fait que ça puisse soigner parce que c'est des cellules souches, donc on appelle pluripotentes. Elles pourraient se développer en n'importe quelle cellule de notre corps dont on pourrait avoir besoin. Donc, par exemple, à partir de l'une d'entre elles, on pourrait refabriquer du muscle ou refabriquer des neurones ou je ne sais quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'idée de la cellule souche. Et l'autre chemin aussi est notamment c'est Red Drop Lab, qui est une start-up française qui essaye de creuser cette possibilité-là. L'idée, c'est de pouvoir se demander si le sang des règles pourrait pas nous permettre d'éviter d'avoir, par exemple, une prise de sang et de repérer certaines maladies. Donc là, ils sont en train de regarder, par exemple, si on pourrait repérer certains types de cancers de l'endomètre ou des choses comme ça, juste en analysant quelques gouttes du sang des règles. Ce qui pourrait être pratique, parce que finalement, il coule. Donc, si on peut le récupérer pour se faire une petite série d'analyses, après tout, ça peut être pas mal, quoi. Oui, bien sûr. C'est fou, du coup, qu'il y ait des recherches de comment utiliser ce sang, mais de pas comprendre comment fonctionnent les règles et vraiment à quoi ça... Enfin, comment fonctionne, oui, mais surtout à quoi ça sert, quoi. Ouais. Tu as dit un jour que tu voulais changer le monde grâce au cycle menstruel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi aujourd'hui ? En fait, ce que je voudrais, c'est que les femmes réhabitent toutes les parties d'elles et se rendent compte qu'on a à l'intérieur de nous un véritable chef de projet. Le cycle menstruel, il fonctionne comme un chef de projet parce que se reposer, faire des plans, se mettre en action, communiquer, interagir, faire un audit et ensuite se reposer et faire des plans. En gros, n'importe qui dirait c'est la gestion de projet idéale. Et donc, on l'a dans notre cycle en permanence.
Donc réhabiliter ça et se rendre compte que nos fluctuations, c'est une force de dingue, plutôt que d'être en train de lutter contre ça. Moi, je pense que pour l'empowerment des femmes, ça pourrait vraiment changer quelque chose. Et en quoi la connaissance du cycle peut changer la société, que ce soit la santé publique, dans les écoles. Bien sûr, et puis notre cycle, il nous donne tellement d'indices sur comment va notre corps que, en fait, si la première question de nous poser un médecin, et moi je pense que ça serait essentiel quand on arrive chez un médecin, ça pouvait être, ça se passe comment au niveau du cycle, ça se passe comment au niveau des règles, la texture, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, etc. Je pense que si eux savaient lire ça, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'ils savent pas recueillir ces informations-là, mais si eux savaient lire ça, je suis sûre qu'on accompagnerait beaucoup mieux les femmes. On passera à côté de pas mal on passerait plus à côté justement de pas mal de choses qui aujourd'hui sont anodins mais finalement très importantes, quoi. C'est ça. Si tu avais un seul message à transmettre à toutes les personnes menstruées qui nous écoutent, ce serait lequel? C'est pas normal de souffrir. Si vous souffrez, vraiment, il y a des choses à faire. C'est 500 cycles dans une vie. On peut pas rester tout ce temps-là à souffrir, que ce soit du syndrome prémenstruel, que ce soit des douleurs de règles. C'est pas normal, il faut comprendre ce qui se passe, quoi. Je dis pas qu'on pourra éradiquer 100% de la souffrance, quand on a une endométriose, mais en tout cas, comprendre ce qui se passe et comprendre comment faire les choses pour soi, c'est vraiment essentiel. Donc on les renvoie vers ton blog, Kiffe ton cycle, tes livres également. Et puis si vraiment avec tout ça, ils n'ont pas encore réglé leurs problématiques, qu'ils te contactent directement. Oui, et puis aller voir le médecin et puis ne pas lâcher, médecin et sage-femme, et ne pas lâcher pour avoir un diagnostic. Enfin, je veux dire, toute personne qui vous dit « Oh, ouais, vous savez, tout le monde a mal au ventre », juste vous fuyez, vous payez même pas, vous partez, vous dites « Allez vous former », plutôt que de dire « Allez vous faire foutre », on dit « Allez vous former », mais on trouve quelqu'un qui à un moment accepte, et je sais que c'est difficile, je dis ça vraiment pour vous donner vraiment de la force, parce que faut savoir, les maladies chroniques du cycle, c'est entre 7 et 11 ans en moyenne d'errance de diagnostic. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on va chez les médecins, et pendant tout ce temps-là, surtout. Voilà, et pendant tout ce temps-là, on nous dit oui, bof, voilà. Donc j'ai juste envie de vous donner une force monstrueuse pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui va vous aider à trouver le diagnostic et qui va vraiment chercher, quoi. Ok. Écoute, fort intéressant, Gaëlle. On va passer sur les petites questions de fin que je t'ai pas envoyées. Vas-y. Si tu devais donner un seul conseil bien-être, ce serait quoi? Un seul conseil bien-être. Je dirais prendre du temps pour soi, au moins une fois par jour. Et ce temps-là, si on pouvait aussi se dire qu'il peut nous servir à nous dire, tiens, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui? Je pense que ça peut changer. Ça fait sens avec, parce que j'ai aussi enregistré avec Alexia Cornu, Oui. avec qui tu as fait un podcast aussi. C'est grâce à elle, du coup, que j'ai pu te connaître en écoutant ses podcasts. Et elle disait qu'en fait, justement, dans sa vie très mouvementée, elle se prend du temps pour elle. Et elle dit, en fait, elle est heureuse comme ça, quoi. C'est vraiment ce temps pour elle qui lui permet d'être heureuse. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Alors, c'est pas j'en ai pas mal, mais moi, j'ai mon mantra, c'est amuse-toi sérieusement de la vie. Ok. Voilà, donc ça c'est mon mantra. Après, je pourrais vous donner mon astuce pour que les choses se passent vraiment bien dans la vie. Alors, quand il y a un truc qui m'embête, par exemple, aujourd'hui je suis fatiguée et j'avais pas envie parce que je voulais répondre bien à ce podcast et j'ai pas envie d'être fatiguée, par exemple. Voilà. Donc il y a un truc qui m'embête. Eh bien, la question que je me pose systématiquement, c'est comment, avec ce truc-là, ça peut être génial. Donc comment, avec cette énergie-là, donc l'énergie par exemple de la fatigue, ce qui n'est pas le cas là en vrai aujourd'hui, mais c'est pour donner un exemple. Tu me rassures, c'est bon. Voilà, mais comment ouais, mais ça aurait pu être génial si j'étais fatiguée. En fait, c'est ça le truc, c'est d'être vraiment en pleine confiance du fait que ça peut être génial dans toutes les énergies et de se poser en conscience l'énergie. La question de se dire comment, avec ce truc-là, ça peut être génial. Quel que soit le problème qui se passe, en fait, c'est toujours quelque chose sur lequel on peut pas agir immédiatement. Et donc, du coup, comment ça peut être génial avec ça? Et en se posant cette question-là, moi, au quotidien, je me rends compte que dans la plupart des cas, je trouve une réponse à ça. Alors, faut être joyeux, faut peut-être accepter de se tordre l'esprit parfois, de faire des réponses un peu bizarres. Mais franchement, ça change la vie, quoi. Ouais, c'est un peu la pensée positive, quoi, de
Même dans les choses qui sont moins bien, on essaye toujours de tirer quelque chose d'agréable. C'est surtout de se dire, bon, bah ça, je peux pas le changer. Donc comment ça peut être génial quand même, quoi. Kiffer la vie, tout simplement, quoi. Voilà. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, je commençais Kiffe ton cycle. En réalité, c'était le début. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Je suis plutôt pas mal. Je sais pas si j'ai beaucoup de conseils à lui donner parce que je trouve qu'au final, elle s'en est pas mal sortie comme ça et que chaque étape est un apprentissage qui était nécessaire, même les plus difficiles. Peut-être si un seul conseil, ça serait de rencontrer plus de monde. En fait, j'ai déménagé il y a une dizaine d'années et la première année, je m'étais dit je rencontre du monde et puis j'ai un peu lâché ce truc-là. Donc je lui dirais juste peut-être de plus encore densifier les relations sociales. Ok. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je serai pas toute jeune. Où est-ce que je me vois? Je me vois en train de faire des conférences avec un organisme de formation qui a pris de l'ampleur, parce qu'on a créé un organisme de formation à l'éducation menstruelle, justement pour former des éducatrices menstruelles. Donc je vois, là il y a un peu plus de 300 personnes qui ont été formées. Le but c'est vraiment qu'on ait des milliers de personnes qui proposent ça, des éducatrices menstruelles et des conseillères en bien-être menstruel. Donc je me vois à la tête d'un réseau avec mon associé où on change le monde, quoi, littéralement, parce que il y a plein de fourmis qui avec nous changent le monde de façon à ce que ça bouge, quoi. Comment, parce que je viens de repenser à tes TEDx, comment on arrive à faire des TEDx? Parce que c'est quand même la conférence un peu par excellence, je trouve. Ouais. Comment on en vient à pouvoir intégrer ça? Bah déjà, j'en avais très très envie, donc j'en avais parlé autour de moi. Et puis il y a une personne qui était sur Nantes, donc moi j'ai fait le TEDx Nantes. Il y a une personne qui était sur Nantes, qui était dans l'écosystème du TEDx et qui a su qu'il y avait un appel à candidature. Elle m'a envoyé le message et alors moi pour le coup je fais partie des personnes qui loupent pas les opportunités. Donc raison. voilà, j'ai tout donné dans cette candidature et du coup j'ai été retenue. Voilà. Cool, ouais. Mais j'avais dit autour de moi que je voulais faire un TEDx. Ouais, j'adore les TEDx, parce que généralement c'est toujours des choses très très inspirantes, quoi. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Bah là, ouais, le gros projet actuellement, du coup, c'est le lancement de l'organisme de formation. On avait un peu reculé parce que d'un point de vue juridique et tout, la Compliqué. France à ce niveau-là, c'est quand même super compliqué. Mais bon, on veut changer le monde, on veut l'assumer. Donc à un moment, il faut vraiment que ça se professionnalise. Et donc du coup, bah voilà, là, on est en train de le lancer. Donc c'est le gros projet là de cette fin d'année. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc il y a déjà le parcours de l'académie qui permet de devenir éducatrice menstruelle et c'est ce qui permet de former des personnes qui font des ateliers d'éducation menstruelle un peu partout sur leur territoire. Donc ça, il y en a déjà pas mal. On a un réseau qui compte actuellement de membres actifs, 200 membres actifs, donc qui sont déjà éducatrices menstruelles, formées par nous, etc. Et le but, c'est de créer des nouveaux métiers de l'accompagnement aux menstruations et de permettre de former toutes ces personnes-là parce qu'on en a besoin en fait. Moi, on me dit souvent, mais il n'y a pas besoin, on sait, on connaît et tout. Et puis quand on pose 2-3 questions aux personnes, non, en fait, les connaissances sont très 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 faibles. Et former des expertes qui sont réellement capables de répondre du tac au tac, comme je l'ai fait avec toi là aujourd'hui, c'est essentiel en réalité pour avancer. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est juste une couche supplémentaire, c'est-à-dire que les médecins, on en a clairement besoin. Médecins, sages-femmes, on en a besoin. Tous les autres métiers, on en a besoin, mais on a vraiment besoin d'une personne qui est experte et qui est capable de transmettre les connaissances, transmettre la compréhension profonde de ce mécanisme pour que, en quelques générations, on ait réensemencé tout et que ça soit normal que tout le monde comprenne, quoi. Exact. Bah écoute, j'espère que ce projet sera mené à bien. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Alors, Je te prends de court là. Ouais, en plus, je suis pas très très douée à lancer des noms comme ça. Bon, alors, moi, je peux te dire que Sophie-Laure Rigaldo, mon associée, est clairement la personne, la nutrithérapeute et naturopathe la plus calée sur toutes les questions hormonales. Si tu veux vraiment des questions de fonctionnement biochimique et tout, là, pour le coup, tu peux y aller. Je pense qu'il y a personne qui est capable de répondre plus qu'elle à ces questions-là. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant de la voir. Ouais, je note tout ça. Je m'étais noté aussi, parce que j'ai vu passer sur ton profil, Carole Minker. Minker, ouais. Docteur Ouais, Carole Minker, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai vu par rapport à l'endométriose. Ouais.
C'est vrai que je m'étais noté ça. Je pense que je vais la contacter aussi. Et ok, bah écoute, je prends Et le puis nom après, de ton sinon, il y a associé. aussi, je pense juste à elle parce que elle est très spécifique, elle est passionnante aussi. C'est Mélissa Carlier qui travaille sur le flux libre instinctif. Je sais pas si tu connais ça, mais c'est le J'ai- fait, Ouais, j'ai vu passer aussi sur ton profil. Ouais, c'est le fait de ne pas utiliser de protection périodique. Et l'air de rien, ça, c'est un vrai gros changement de société aussi potentiellement. Et ouais, parce c'est- que donc du coup, si j'ai bien compris, donc tu retiens ou du moins tu sais quand est-ce que ça arrive et tu vas juste aux toilettes à un moment voilà. donné. Ouais. Et, Tu retiens pas du coup. On n'a pas de capacité de serrer, donc on peut pas retenir en fait le flux menstruel, mais on apprend à savoir quand est-ce qu'il va couler et du coup à pouvoir aller aux toilettes. Et ça change quand même sacrément la vie en fait. En termes d'empowerment aussi, c'est assez puissant. ouais, bien sûr, ouais, j'imagine. Ouais. Donc tu y vas, ça coule en une fois et Alors ça coule pas en une fois, hein. On peut y aller plusieurs fois. En fait, moi sur les jours les plus où il y a le plus de flux, il y a quelques heures où ça peut être toutes les demi-heures par exemple, mais c'est pas très très long en réalité ce temps-là. Donc où il y a effectivement un maximum qui se vide. Et puis après ça s'espace de plus en plus en fonction de. On a toutes des règles différentes quoi. ouais, Mais bien c'est sûr, c'est pas pour en ça une que fois par contre. Hein. Faut quand même aller plusieurs fois aux toilettes. Il faut avoir des toilettes à disposition. On le fait. Moi je le fais pas si je suis. Alors je le fais un peu en déplacement par exemple, mais j'ai pas un objectif 100%. Je mets quand même une protection. Mais oui, disons au que cas où. moins la protection est utilisée, plus je me sens à l'aise en fait. Donc Ok, bah écoute, top. Je note tout ça. Je tenterai de les contacter et puis on verra bien, tout simplement. Bah Gaël, merci beaucoup pour toutes ces réponses fort intéressantes et très instructives pour moi et pour les auditeurs, je l'espère aussi. Et je vais te dire à bientôt. eh ben merci beaucoup Sébastien, c'était un plaisir. Passe une bonne journée. Ciao, ciao. Merci. Focus Podcast. Merci infiniment Gaël pour cette conversation pleine de clarté et d'énergie. On retient une chose essentielle, le cycle n'est pas une contrainte, mais une boussole intérieure, un outil puissant pour mieux se connaître et avancer sans culpabilité. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir son livre Kiffe ton cycle et ses programmes en ligne. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il pourrait aider une personne de votre entourage, partagez-le et brisez le tabou autour du sujet qu'est le cycle menstruel. D'ici là, on ne change pas la devise, on reste focus et on enclenche le changement. À plus. Focus Podcast.